site. Voilà, alors tout d'abord, bienvenue au château du Moulin. Alors souvent quand on arrive au château du Moulin, on pense trouver un moulin. En fait, Oui, il y en c'est a vrai. pas. Car l'appellation château du Moulin vient de Philippe du Moulin, le seigneur qui a fait construire ce château. Alors c'est un château qui a été bâti entre 1480 et 1506, donc nous sommes à la fin du XVe siècle, début du XVIe, et donc il va subir les influences à la fois médiévales et Renaissance. Médiévale par son architecture, parce que vous êtes là face à un château fort. Château fort, vous avez à l'arrière le donjon, le logis d'habitation. Est-ce que les personnes prennent souvent pour un second château? En fait, ce n'est que le Châtelet, la porte d'entrée à l'esplanade carrée sur laquelle a été bâti ce château fort. Alors cette esplanade carrée était fortifiée. À l'époque, il y avait une tour d'angle à chaque angle. 3 des tours ont été détruites et il ne reste que des assises telles que celles que vous voyez ici. Alors les fortifications ont été aussi abattues, cependant elles ont été aussi utilisées dans cette partie-là. C'est pour ça qu'on retrouve des créneaux dans ce mur, car cette partie a été développée en fait au cours du XVIe siècle. On le sait d'ailleurs, ne serait-ce qu'à travers les styles, il suffit juste de comparer la fenêtre et le fronton de la fenêtre du Châtelet. Vous avez un fronton avec des pinacles qui sont la marque de l'architecture médiévale. En revanche, si vous regardez l'autre fenêtre, vous allez découvrir une fenêtre avec un fronton comportant une coquille, qui est la marque de la Renaissance. Et c'est bien le style XVIe siècle. Alors la dernière tour porte aussi les marques d'une modification qui a été faite au cours du XVIIe siècle, car si vous longez le fût de la tour, vous allez observer qu'il y a une modification dans le style de briques et de jointement, car cette tour a été rehaussée au XVIIe siècle. Vous voyez ? À présent, nous allons nous approcher des portes, si vous voulez me suivre. Alors là, nous circulons sur ce qu'on appelle le pont dormant, la partie fixe du pont. Car à l'origine ici, il y avait 2 ponts-levis, ce qui est assez original, car les petits châteaux forts n'étaient munis généralement que d'un seul pont-levis. Celui-ci en a 2, ce qui est assez original. Marque aussi peut-être un côté riche. Alors ici, vous avez la porte charretière par laquelle passaient les carrosses, et au-dessus, vous allez trouver les armoiries de Philippe du Moulin. Je vais vous les décrire et en même temps vous faire l'histoire de ce personnage tout bonnement extraordinaire. Vous avez d'abord 2 lions qui sont la marque de la force et du courage, et c'est vrai que le début de sa carrière a été marqué par ses qualités. Ces 2 lions portent l'écu de Philippe du Moulin, le bouclier. Son bouclier était d'azur à 3 faces d'argent, c'est-à-dire un fond bleu, avec 3 bandes blanches. Au-dessus, on voit une sorte de boule entourée de flammes, et en fait, c'est un aume de chevalier avec son panache. Et ce aume de chevalier est particulier, ce casque, car la visière est fermée. Ce qui signifie que Philippe du Moulin n'était pas noble de naissance. Il a été anobli en fait en 1495 suite à la bataille de Formi en Italie, et il a été anobli par Charles VIII lui-même. Car lors de cette bataille, en fait, le roi était en difficulté et un seigneur accompagné de Philippe du Moulin sont intervenus et ont sauvé le roi. Ils ont évité d'être fait prisonnier ou tué. Alors Charles VIII gagne la bataille et remercie Philippe du Moulin de son acte en l'anoblissant. Et vous voyez, les 2 lions sont largement mérités, c'est pas volé. C'est pas, hein, là, c'est pas la décoration, c'est vraiment marqué ses qualités qu'il avait exprimées. Alors, cet événement, ça a été le début pour Philippe du Moulin d'une carrière extraordinaire, à tel point qu'on pourrait parler de sa vie comme d'une sorte de success story. Il va aller de privilège en privilège très rapidement. Alors, il devient chevalier, ensuite le roi va le nommer capitaine de l'armée royale, il va commander une troupe de 50 hommes. Après cela, il va devenir chambellan de Charles VIII, et Charles VIII va même intercéder en sa faveur pour qu'il puisse épouser une riche veuve, Charlotte d'Argouges, qui était veuve d'un autre chambellan, et il va donc faire un mariage richissime quelque part. Suite à ça, il va obtenir un autre poste, le poste de gouverneur de la ville de Langres. Alors je sais qu'aujourd'hui, la ville de Langres ou le plateau de Langres, on en parle surtout la météo, à cause des records de froid. On n'est pas loin, nous. Voilà. Alors qu'à l'époque, on en parlait autrement, car Langres est une ville qui était sur le chemin commercial entre le nord et le sud de l'Europe. Et donc c'était en fait une ville très prospère. Devenir gouverneur de cette ville, eh bien, c'était encore une belle récompense. Alors Philippe du Moulin enfin obtient un ultime privilège, celui d'être l'un des 4 chevaliers qui vont tenir le cordon du drap mortuaire de Charles VIII, car Charles VIII meurt stupidement. C'est le fameux roi qui se tue en se cognant la tête au linteau d'une porte au château d'Amboise. Alors ça c'est pour la version officielle, puisque maintenant des historiens pensent plutôt qu'il a été attendu au coin de la porte pour être estourbi. Mais bon, on va en rester sur la version officielle. Alors Philippe du Moulin termine sa carrière et sa vie dans la ville de Langres, mais comme il était seigneur de Lacé sur Croix, eh bien son cœur a été rapatrié et déposé dans l'église de Lacé sous un gisement de pierre. Vous voyez, magnifique histoire, petite histoire qui rejoint la grande histoire de France. Oui. C'est quand même assez exceptionnel. Oui. Voilà. Alors à présent, je vous invite à observer ces portes et je vous annonce que ce sont les portes d'origine du château.
Alors là, je rendrai hommage au savoir-faire des anciens, car ces portes ont été fabriquées dans du chêne, mais ce chêne était préparé. On le préparait simplement, mais longuement, on le déposait dans l'eau pendant 20 ans. C'est la technique du bois flotté. En fait, c'est un bois qui est pétrifié. Vous allez constater que les planches sont dans le sens vertical de ce côté-ci. L'ensemble des points que vous voyez qui constellent cette porte ne sont d'autres que les têtes de clous qui tiennent les planches. Et à présent, nous allons pénétrer à l'intérieur du châtelet pour découvrir l'autre face de ces portes. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Les planches sont dans le sens horizontal car les planches se croisent. Les clous qui ont traversé cette porte de ce côté-ci, en fait, étaient déjà préfondus. Ensuite, ils étaient chauffés et repliés de part et d'autre sur le principe d'une agrafe parisienne. Alors, les ferrures sont d'origine et là, vous êtes face à des portes ayant plus de 500 ans. C'est quand même assez exceptionnel. Nous allons à présent nous rendre dans la cour du château. Bienvenue au milieu de l'esplanade. L'intérêt de cette esplanade, comme elle est carrée, c'est que si on se met au milieu, on peut voir l'ensemble du tour. Vous pouvez voir les assises des tours qui ont été décrites. Vous en avez une ici, une ici et une ici. Alors, Philippe Dumoulin, en tant que seigneur, il était vassal de Charles d'Angoulême. Et en tant que vassal, il ne pouvait pas fortifier sur la totalité des côtés. Et donc, il a fortifié que sur 3 côtés. Les 3 côtés en question ont été ce côté-ci et ce côté-ci. On le sait aussi en raison de l'architecture du site, car le donjon a été repoussé sur ce côté. Et si vous faites le tour des douves, vous observerez l'arrière du donjon et vous découvrirez qu'il est muni d'une tour de défense, car c'était ce côté-ci qui n'était pas fortifié. Alors, au XVIIe siècle, les fortifications sont abattues dans ce château, mais ce n'est pas spécifique à ce château. C'était général en France. Richelieu l'avait demandé, les gardes de siège n'existaient plus et la poudre avait fait la différence. Donc, on défortifie, je dirais, de très bonne grâce. Alors, en revanche, l'espace intérieur de cette cour était encore occupé par des bâtiments. Entre autres, ici, vous avez le puits. Et en fait, autour du puits, il y avait la cuisine du château, car les cuisines étaient éloignées des donjons. On avait toujours peur des incendies, c'est pour ça qu'on les éloignait. Et généralement près du puits, car on avait besoin d'eau aussi pour la préparation des aliments, tout simplement. Alors, fin 19e, l'ensemble des bâtiments intérieurs ont été effacés. On n'a gardé que le colombier jusqu'à ce jour. À présent, je vous invite à vous tourner vers ce donjon très élégant, raciné. Alors, sa couleur particulière fait qu'on parle de ce château comme d'un château tricolore. Vous avez 2 couleurs de briques et la couleur de la pierre. On en parle aussi comme de la perle de la Sologne en raison de son élégance et de son raffinement. Alors, la structure du donjon, à l'arrière, je vous ai parlé de la tour de défense. À droite, vous avez la chapelle du donjon. Et sur le devant, vous avez une autre tour, mais c'est une tour d'escalier qui distribue l'ensemble des niveaux. Enfin, vous avez au milieu le corps de bâtiment principal qu'on va aller visiter. Et comme je vous disais, à l'intérieur... Je coupe. Voilà.